Bonsoir les philosophes et bienvenue pour ce nouveau format de talk show que nous commençons maintenant et qui sera le premier d'une longue série, nous l'espérons. Talk show, rencontre, table ronde pourrait-on dire. Nous sommes encore dans cette année de philosophie qui permet les rencontres entre les personnes, les rencontres entre les courants. Et aujourd'hui, nous allons rassembler deux courants, le taekwondo avec Joël et la calisthénie avec Jonathan. Deux sports, deux voies, pourrait-on dire, des voies qui permettent d'arriver à de l'efficacité, certainement, à faire grandir ses muscles peut-être, à pouvoir se battre, et on va découvrir ce soir que c'est peut-être beaucoup plus que ça. Parce que le sport peut être une voie philosophique, et c'est pour ça que nous sommes ce soir dans une école de philosophie, à parler de sport. Alors, ce soir, nous accueillons deux invités. Alors, nous avons d'abord Joël. Joël, si je prononce bien ton nom, Titerix, voilà, je le prononce déjà très mal. Alors, tu es, pourrait-on dire, maître de taekwondo, on peut appeler ça comme ça. Taekwondo, qui est une discipline martiale coréenne. Et si j'ai bien fait mes recherches, tu es ceinture noire 4e dan. Tu viens juste de lancer ton club ici à Forêt. Donc nous, pour ceux qui sont juste sur YouTube, on est à Saint-Gilles. Le club est à deux pas de notre école de philo. Tu as été médaille de bronze au championnat européen. Et tu as été, si je ne m'abuse, 9 fois championne de Belgique. C'est quand même pas mal du tout, un beau palmarès. Et d'après ce que j'ai pu constater aussi et les discussions que nous avons eues en préparant ce moment, tu as aussi une belle philosophie de vie liée au taekwondo et quelque chose que tu partages avec cœur aux enfants, aux adolescents, aux adultes que tu coaches, auxquels tu enseignes cette belle discipline qu'est le taekwondo. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Tu es tellement complet en fait. Je crois que j'aurais passé la parole en 3 secondes. Exactement. Merci. Et Jonathan Gebert, qui est pratiquant de calisthénie. Alors, Jonathan est d'abord philosophe depuis une 15aine d'années à Nouvelle-Acropole, dont 12 ans comme responsable de l'atelier arts martiaux philosophiques, et donc aussi maître de Neikung, ceinture noire 1er dan. Deuxième dan. J'ai mal fait mes recherches. Et ici, on vient de mettre en pause l'atelier Neikung et tu es pratiquant de calisthénie depuis déjà quelques années. Calisthénie, on va en parler un tout petit peu tout à l'heure, qui est une discipline sportive, une discipline qui est basée sur la musculation, mais aussi sur la question d'être efficace, si je me trompe. Ouais, c'est ça. Ok. Et on va parler ce soir dans notre école qui s'appelle pour les nouveaux Nouvelle Acropole, New Acropolis Belgium, et autre association avec laquelle nous partageons aujourd'hui, qui est l'association de taekwondo qui s'appelle Harmonie, que tu viens juste de créer il y a quelques mois, c'est assez récent, ce qui ne veut pas dire que tu fais du taekwondo depuis quelques mois. Tu pratiquais sous d'autres sphères depuis quand pratiques-tu le taekwondo? Alors ça fait 25 ans maintenant. 25 ans, ok. Une 15aine d'années philosophe, 25 ans de taekwondo, ça s'annonce fort, je pense, pour ce soir. Je pense qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc l'idée de ce format, c'est on va se poser des questions, on va faire du dialogue philosophique dans un certain sens, dans le sens que je vais poser des questions auxquelles vous allez répondre. L'idée, c'est surtout de partager de l'expérience, pas de partager de la théorie. Bon, je sais que Joël t'es venu aussi avec certainement de la théorie, tu es prof, mais tu es avant tout pratiquante, et l'idée, c'est effectivement de partager de l'expérience, et de faire le lien entre un art, une pratique, et la vie quotidienne. Et quand on fait un lien entre un art et la vie quotidienne, en fait, on fait de la philosophie. La philosophie qui est l'amour de la sagesse, c'est-à-dire essayer d'être un tout petit peu meilleur chaque jour
mais pas meilleur que l'autre qui est à côté de nous, mais plutôt meilleur que soi-même, en essayant de s'améliorer un petit peu plus pour être au service de la cité, de la société dans laquelle nous sommes. On pourrait peut-être dire ça, je pense, mais on va y arriver. Alors, la première chose, c'est qu'on va parler du sport comme une école d'éthique. Et on va réfléchir sur la dimension éthique, morale, universelle du sport. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que pour vous signifie l'éthique dans le sport? Qui veut commencer? Je vais commencer. L'éthique dans le sport, déjà quand on pense à l'éthique, c'est une manière d'être, c'est une manière de se comporter et d'être une meilleure personne. Donc clairement, en soi, le sport porte une éthique, puisque dans la pratique sportive en général, on va chercher à se dépasser. Et en fait, je pense assez directement, si on pense à la dimension philosophique. La pratique sportive fait partie chez Platon dès le début en fait de l'apprentissage comme un des 3 axes de l'éducation platonicienne avec les arts et la philosophie. Et donc Platon il place la gymnastique chez les Grecs, mais voilà on pourrait nommer le sport comme un des axes fondamentaux, notamment pour travailler la force, pour travailler aussi la notion d'endurcir le caractère. Si on était juste, on peut penser justement Platon, philosophe. En fait, Platon, c'est pas son nom, hein. Platon, c'est épaule carrée. Le mec, il était balèze. Non, mais c'est vrai, faut se remettre dans le contexte. Et donc, il y a, et de manière générale, hein, la culture du corps chez les Grecs et donc de la culture physique faisait partie intégrante du mode de vie. Donc, on en reparlera quand on abordera la notion de calisthénie, mais effectivement, ça fait partie intégrante d'une manière d'être chez les Grecs, déjà. Ok, merci. Et pour toi? Moi, je partirais sur la petite distinction qu'on fait en général entre les sports et les arts martiaux, puisque la boxe n'est pas un art martial, c'est un sport de combat. Et qu'est-ce qui différencie en fait ce qu'on catégorise comme sport et ce qui fait que les arts martiaux sont un petit peu une catégorie à part. Dans le sport, on retrouve beaucoup d'éthique. Déjà, tout ce qui est fair play, respect des règles, discipline, hygiène de vie. Et dans les arts martiaux, il y a les mêmes valeurs qu'on va retrouver, la même éthique, avec une surcouche en plus, je dirais, qui est propre aux arts martiaux, au côté martial et à la culture asiatique. Par exemple, le lien interpersonnel assez fort qu'il y a entre le maître et l'élève, avec un côté filiation, loyauté, puis il y a un côté effectivement de recherche, enfin la recherche du dépassement de soi qui est aussi un petit peu avec ça. Il y a un côté, en général, on parle de propreté, de courtoisie, d'attitude qu'on a en tant que ceinture noire, qu'on n'aura pas en tant que sportif. On va pas voir une ceinture noire d'arts martiaux qui gagne un match, qui commence à courir partout sur le terrain en faisant c'est moi, c'est qui le balèze ici. Non, on va plutôt voir un athlète qui va s'agenouiller devant son maître ou son coach en remerciement avec énormément d'humilité. Donc voilà, c'est juste quelques exemples d'éléments d'éthique qui viennent dans les arts martiaux et qui sont justifiés en partie par le fait que c'est une pratique qui est violente et qui peut être dangereuse s'il n'y a pas une couche éthique par-dessus. Je donne parfois l'exemple aux élèves. Est-ce qu'on donnerait un pistolet à n'importe qui? Ben non, en fait, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Mais l'éducation morale qui vient avec fait qu'on garantit qu'une personne, en se formant pendant 10 ans à transformer son corps en arme avec des coups de poing ou des coups de pied, qu'elle va faire un bon usage de ces techniques qui peuvent être létales qu'on apprend. En fait, quand tu as dit, quand tu as parlé d'artiste martial qui va pas faire comme ça, c'est là aussi qu'on voit la distinction, dans les arts martiaux, certains qui se sont clairement orientés vers le sport, alors que si on parle de la même discipline, en fonction des pratiquants ou même des maîtres, tu vas avoir des élèves qui sont justement soit dans une approche purement sportive, et je pensais à des images qui sont parfois
pas forcément joli, mais je pensais au JO de judo, et parfois tu vois des comportements effectivement qui sont pas des comportements qu'on verrait dans un dojo ou un maître ainsi sur la discipline, quoi. Et donc là effectivement la question de l'éthique, ça va dépendre aussi des finalités de ceux qui pratiquent, et forcément dans le cas des arts martiaux de l'instructeur, du maître, enfin du coup de l'instructeur ou du coach ou du maître, ça dépend comment lui se considère, quoi. Donc en fait, dans ce que vous avez abordé, il y a deux dimensions qui ressortent un petit peu de ça. C'est la dimension de la maîtrise de soi, ou en tout cas de la transformation de soi vers une forme particulière, et d'autre part du respect qu'on peut avoir pour l'autre, pour la vie humaine, dans ce cas-là, mais ça peut être aussi du respect pour soi. Comment votre discipline en particulier pourrait traiter ces deux aspects? Donc le respect. Donc, maîtrise de soi et respect. Alors, je sens des regards. On peut mettre la règle une fois c'est toi qui commence, une fois c'est toi qui commence. Mais la question de la maîtrise de soi. Bon, déjà, je vais peut-être remettre un peu de contexte par rapport à ma pratique. Oui, qu'est-ce que la calisthénie? Oui, peut-être parce que du coup, je sais pas à quel moment, je me souviens pas qu'il y avait vraiment une définition. Donc, la calisthénie, littéralement, c'est kalos tenos, ce qui veut dire en fait belle force. Je pense que pour les personnes qui connaissent pas la calisthénie, le plus simple que je dirais, en fait, c'est des exercices qu'on va retrouver en gymnastique, mais qui sont avec des éléments, on va dire, peut-être plus simples. Donc il y a des éléments au sol, il y a des éléments sur des anneaux. Donc en fait, c'est tous des exercices de force, de maîtrise du corps, dans différentes postures. Donc typiquement, il y a toutes des figures qu'on va trouver sur des barres parallèles, non pas des barres de traction par exemple, où voilà, on va avoir des tractions, il va y avoir une série de tractions où on va augmenter au fur et à mesure la difficulté. Il va y avoir des exercices où on arrive à passer au-dessus de la barre. Puis il y a des exercices qu'on appelle en isométrique, c'est-à-dire des figures, et des figures qu'on va retrouver au bar, au sol. Et donc, ce qui est intéressant dans l'aspect maîtrise de soi, et c'est aussi ça qui m'a fait diriger vers cette discipline, c'est que on n'est pas purement dans une recherche de force. Ce qu'on va voir en fait, si on prend une pratique qui est de plus en plus publicité, la pratique de la musculation, où là, il peut y avoir deux buts avoués, soit de l'hypertrophie, c'est-à-dire on cherche à faire des exercices pour prendre en masse et pour un but esthétique, puisqu'en soi, voilà, c'est une finalité qui se justifie, ou alors vraiment on a ce qu'on appelle les powerlifters, qui eux sont plus dans une approche vraiment de gagner en force. C'est un entraînement totalement différent en termes de performance. Et en fait, dans la calisthénie, moi c'est ça qui m'a attiré dès le départ, c'est que il y a quand même le travail de la force, que je trouve que c'est une valeur hyper importante à travailler au masculin, pour exprimer en fait certaines dimensions du masculin, et en même temps il y a une dimension d'équilibre, il y a une dimension de beauté aussi, puisque voilà, il y a certaines figures pour arriver à les faire, il va falloir mettre en place un entraînement, parce qu'au départ, voilà, je vais donner un exercice, mais faire des pompes à une main, ça peut paraître, mais pour le faire, il va falloir mettre en place des exercices pour le faire au fur et à mesure, parce qu'au départ, on n'arrive même pas, quoi. On essaye, on se plante le nez contre le sol. Du coup, on va mettre en place un entraînement, et au fur et à mesure, on va arriver à faire certaines figures. Pareil pour une figure que tout le monde visualise aussi, faire un poirier, un handstand en anglais, ça va demander, en fait, pas mal de temps, de travail de souplesse, donc voilà. La question de la maîtrise de soi, ça passe effectivement par une pratique et par une attention qui va se travailler à travers les exercices. Restons sur la maîtrise de soi. On parlera du respect après, Joël, peut-être. En fait, j'aime bien quand tu commences parce que tu as la dimension très sportive et moi, je viens rajouter la surcouche au-dessus. J'ai deux aspects de réponse, moi aussi. Le premier, c'est pour surenchérir un peu sur ce côté force. Il y a cette acquisition de la maîtrise de soi et je mets aussi un peu du respect dedans. Classique à la mode années 80, où en gros t'arrives quelque part, le gars il te maîtrise, tu te sens humilié, t'es par terre, tu le respectes parce qu'il est fort, quoi.
Et ensuite, quand tu évolues, c'est toi qui deviens fort, qui met les autres par terre, et on te respecte. Donc ça, on respecte quelqu'un par la force, par la démonstration d'une capacité physique, et donc c'est comme ça que une personne va acquérir une certaine maîtrise de son corps, et puis qu'il apprend à respecter l'autre, tout simplement parce qu'on lui a traîné le pied le nez dans le sol, et puis après que lui-même il acquiert une forme de respect. L'autre manière pour moi de l'acquérir, c'est par l'empathie. Et je vais donner un exemple, c'est quand par exemple je donne cours à des enfants, ils travaillent à deux, il y en a un qui fait mal à l'autre, parce que ça arrive, hein, on se tape dessus et on se maîtrise pas bien. Je leur enseigne en général déjà de s'excuser, et puis de réparer en fait le dommage qu'ils ont causé, c'est-à-dire on reste avec celui qui s'est blessé et on l'amène, on va lui prodiguer les soins nécessaires, on lui met un pansement, on va avec lui mettre un peu d'eau dans les toilettes, sur le visage, un truc comme ça, jusqu'à ce que l'enfant se sente bien. Donc on s'excuse jusqu'à ce que l'autre se sente bien et on s'occupe de lui jusqu'à ce que ça soit rétabli. Et pendant toute cette phase où en fait il accompagne l'enfant, il se rend compte de la conséquence de ses actes, de l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un d'autre, un enfant qui pleure et tout, voilà, il développe son empathie. Et de là, en fait, la fois suivante, quand ils reprennent l'entraînement, en général, après, c'est bon, ils s'en veulent plus, ils sont de bons copains, il fait plus attention à taper moins fort. Et il apprend à respecter aussi l'autre parce que par l'empathie, il s'est un peu mis à la place de l'autre. Et je pense que le respect, c'est avant tout aussi une question d'empathie aussi pour l'autre personne. Oui, donc si je comprends bien, le respect amène la maîtrise, en fait. Oui, ça va dans les deux sens. Okay. Du coup, c'est vrai que quand tu parlais du respect, ça peut se prendre dans pas mal de sens, et je voyais plus le côté respecter l'autre. Et donc c'est vrai que la calisthénie, c'est aussi ça qui était complémentaire à l'art martial où là je pratiquais justement avec d'autres personnes. Ce que j'aime beaucoup avec la calisthénie, c'est le fait de pouvoir aussi pratiquer seul, et donc c'est vraiment une pratique dans laquelle en fait on peut se retrouver et on définit soi-même son horaire. Du coup la question de respect de l'autre, c'était un peu difficile dans ce contexte, mais en fait mais du coup voilà, en fait ce que ça m'amène, et c'est quelque chose que j'ai découvert avec la calisthénie, c'est la question de respecter son corps par l'échauffement. Et c'est vrai que l'échauffement, je pense que pour la plupart des pratiquants, surtout des jeunes pratiquants, c'est l'échauffement, arrête, c'est un truc de vieux. Et en fait, il y a vraiment. Alors je dis ça parce qu'en fait maintenant aussi je vois la différence entre si je m'échauffe ou pas. Mais en fait on apprend, ce que c'est intéressant aussi. Donc quel que soit le sport, on met en général son corps dans certains retranchements. C'est-à-dire qu'on le met dans un stress qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Et en calisthénie, vu que le but, pour certains mouvements, c'est vraiment de dépasser en fait sa force, parce qu'en fait c'est ça, le but, c'est de gagner en force, parce qu'il y a certains mouvements qu'on veut faire qu'on n'arrive juste pas à faire si on s'entraîne pas. Et donc, en fait, à chaque entraînement, on va à chaque fois pousser le cran un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Et donc, il y a toujours la bonne limite, parce que si on veut mettre trop d'un coup, on va se blesser. Et si on met pas assez et qu'on fait pas un entraînement assez intense, on progresse pas. Et donc en fait il y a cette limite entre progresser sans se blesser. Et donc on pourrait dire que c'est une forme de respect. Et alors je vois une autre dimension depuis que je pratique la calisthénie. En fait, je me rends compte aussi tout simplement en fait des efforts qui sont fournis par certaines personnes pour arriver à des performances. Et donc voilà, quand je vois des gymnastes, moi ça me quand je sais ce que ça m'a mis pour faire certaines figures où voilà, je suis déjà super content et en fait la plupart 90% de gens vont dire ouais, c'est impressionnant. Mais quand quand je vois que ce que certains athlètes font, mais en fait, il y a un niveau, moi je suis là et l'athlète il est là quoi. Et en fait c'est des choses qu'on se rend pas compte si on ne travaille pas la chose. Il y a des fois en fait les niveaux sont tellement stratosphériques que on n'est pas capable finalement de respecter parce qu'en fait on n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière. Je pensais récemment à une vidéo que j'avais vue sur des sprinteurs. Enfin c'est une chaîne YouTube de sprinteurs français. Et en fait ils analysaient, il y a un gars américain qui est très rapide et qui dit ouais moi dans 3 ans je suis au JO quoi, un youtubeur et qui bat tout le monde quoi. Et en fait ils ont décortiqué, ils ont montré à quel point en fait aux États-Unis
les États-Unis en niveau monstrueux, quoi, en termes de course. Et c'est le genre de choses qu'on se rend pas compte, voilà, quand on voit, oui, un Usain Bolt ou quoi, bon, un chrono, oui, c'est impressionnant, mais donc, se rendre compte, derrière ça, il y a des milliers d'athlètes aux États-Unis qui font des scores, qui s'entraînent, qui ont, les États-Unis ont un système universitaire derrière, pour promouvoir les sportifs. Et donc aussi, voilà, quand on travaille dans un domaine en particulier, ben, on est beaucoup plus à même de respecter des pairs qui sont, ou qui font une discipline similaire. Il y a un genre de question de fraternité dans le sport. Alors. Ouais, je pense, ouais. Alors, je ne sais pas si on peut parler de victoire en calisthénie, et j'anticipe peut-être un peu, mais je me demande si on peut même parler de victoire en taekwondo, victoire ou défaite. Alors évidemment, extérieurement, mais comment vous voyez ces deux éléments dans la pratique du sport que vous pratiquez, du sport ou de l'art que vous pratiquez, la victoire et la défaite? Voilà, c'est vrai que la victoire, c'est plutôt, enfin, du coup, dans ce cas-là, c'est plutôt contre soi-même, quoi. Personnellement, moi, je tiens un programme avec des objectifs, voilà, à peu près toutes les 7 semaines. Et donc la victoire, c'est voilà, est-ce que j'arrive à tenir mon agenda. Et donc c'est déjà ça en soi, c'est une victoire d'arriver à, malgré les circonstances, continuer, parce que des fois, voilà, en fait, on pendant des semaines, et c'est ça arrive vite, quoi. On rate une semaine et puis là, on a du mal à s'y remettre. Donc déjà le fait de se tenir à son emploi du temps et à la pratique, c'est déjà une discipline. Voilà, en fait, la discipline, c'est déjà une victoire en soi, parce que le fait, et je vois en fait la différence aussi dans les moments où j'arrive à tenir cette discipline, dans les moments où j'y arrive pas. Une question de se sentir bien parce qu'on fait ce qu'on a envie de faire, quoi. Et quand il y a des moments qui sont un peu plus en fait on le sait, quoi, il y a la petite voix dans la tête qui dit ouais là tu l'as pas fait, quoi. Et donc là effectivement là c'est la défaite, c'est surtout ça. Et donc effectivement même si parfois au bout de X semaines d'entraînement je me dis bon je vais arriver à tel objectif, j'y suis pas arrivé. Il y a une petite déception, mais en fait, je suis quand même hyper content parce que justement, j'ai travaillé pendant tout ce temps-là et en fait, ce travail-là, c'est finalement ça qui fait partie de l'éthique du pratiquant, quoi. Ben, je vais faire un détour pour arriver plus ou moins à la même conclusion que toi, parce que fondamentalement, je pense que à partir du moment où on a dépassé ces limites ou qu'on a réussi à sortir de sa zone de confort, c'est déjà une victoire. Et pour certaines personnes, ça peut être le fait de gagner des médailles, et pour d'autres, c'est juste le fait de se lever le matin quand en fait on est dans un état dépressif ou qu'on n'a pas d'énergie. Dans le domaine des arts martiaux, il y a des combats, et donc il y a des adversaires, et donc il y a des matchs qu'on gagne ou des matchs qu'on perd. Et donc, dans ce cadre-là, il y a ce qu'on pourrait communément à la surface appeler des victoires et des défaites. Je trouve les deux intéressants. La victoire, je pense, elle est importante. Quand on gagne une médaille, il y a un côté très matériel, on a gagné quelque chose contre l'autre, et donc, en apparence, c'est pas du tout ce qu'on promeut par rapport à l'approche très personnelle ou de développement personnel de la victoire. Mais je pense que c'est important de célébrer aussi le côté matériel d'une victoire. Parce que on a besoin aussi de temps en temps, et que c'est le petit coup de boost qui va nous aider. Donc un exemple, c'était un athlète, j'avais posé la question à un athlète de haut niveau qui est champion du monde plusieurs fois, qui est allé aux Jeux Olympiques, et il me disait quand il a gagné un petit Open en Belgique, il se fait un bon durum avec des frites et la sauce. Quand il gagne un championnat régional continental, là, il va à un bon resto. Et quand il gagne un titre mondial ou un truc, là, il fait une grande fête à la maison. Il invite les amis, les coachs, tous les gens qui ont participé, en fait, à cette réussite. Et donc, comme ça, il y a une espèce de gradation sur la réussite. Et je m'étais posé la question, quand on a 9 fois le titre de championne de Belgique, et à un moment on se dit est-ce que ça vaut la peine encore de le célébrer quand c'est la 9e fois? Ça y est, je suis Allez, c'est bon, quoi. Allez, c'est bon. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, ça me demande, c'est pas la même chose que la première fois que j'ai gagné le titre. Ouais. Ah ben en fait oui, il faut quand même le célébrer. Même si maintenant mon challenge je le mets ailleurs, il faut quand même le célébrer.
Même si j'ai l'impression d'avoir fait moins d'efforts pour le faire, j'ai été là, je me suis pointée, j'ai continué à m'entraîner, je surfe sur mes acquis, oui, mais il y a quelque chose derrière. Donc c'est important quand même objectivement j'ai une petite gradation objective comme ça. Allez, j'ai pas l'impression que j'ai déjà fait mieux à d'autres championnats et j'ai pas eu de médaille, mais là oui, bon ben quand même on se félicite, c'est bien, bravo. Tu peux célébrer à constance. Exactement. Maintenant, il y a la défaite, et la défaite, je trouve ça très très intéressant, et c'est ce que je préfère. Donc, je coach aussi une équipe de compétition. Pour les jeunes, c'est très formateur, et c'est presque pour ça que je veux les encourager à faire de la compétition, parce que c'est quand on se casse la figure qu'on apprend le plus, et qu'on est forcé d'évoluer et d'apprendre. Et donc, pour moi, ce sont les défaites qui nous forgent, et il faut s'y prendre intelligemment. Il faut être entouré des bonnes personnes, il faut avoir le soutien émotionnel qu'il faut pleurer un bon coup, et ensuite il faut se dire, ok, on analyse, on a un accompagnement de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait quel était le problème, comment on peut le solutionner, on met en place des choses pour les solutionner, et puis on se relève et on le fait. Parce que la vraie défaite, c'est celle où tu tombes et où tu te relèves pas. Et à partir du moment où tu te relèves et que la fois suivante, tu fais quelque chose, peut-être tu perds encore, mais tu auras appris des choses de ta défaite précédente. Et en fait, au final, c'est la fin de ton histoire qui va dire si les étapes précédentes étaient des défaites ou des victoires. Et que chacune de ces étapes est une marche sur laquelle tu as monté. Et donc ta défaite, en fait, c'était juste une marche d'un escalier. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup, en fait, la défaite. Mais en fait, ces défaites sont juste les briques qui nous construisent. C'est à nous de déterminer si on laisse ça être une défaite ou pas. Et c'est comme ça qu'on apprend la résilience aussi chez les plus jeunes. Et une fois qu'un jeune a fait son flop, comme ça, à un moment, ils font leur parcours, ça va, et puis à un moment, ça stagne ou ça descend, ça va plus, ils sont déçus, machin. Une fois si on a réussi à les reprendre et à faire ce qu'il faut pour que ça remonte, c'est une leçon qu'on apprend sur toute la vie, que on se relève, et la fois suivante, ça ira peut-être pas, non. La fois d'après, non, au final, on va finir par l'avoir. Même si c'est juste à l'usure, on va finir par y arriver. Et c'est une leçon qui est hyper importante, parce que ça veut dire qu'ils ont ce qu'il faut pour y arriver. Et s'ils peuvent y arriver sur un terrain de compétition, ils ont ce qu'il faut pour faire tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Tant qu'ils s'accrochent, tant qu'ils ont la méthode, tant qu'ils ont des personnes pour les entourer, ils vont réussir à atteindre même le rêve le plus fou. Parce que finalement, vos deux pratiques, elles sont comme la vie. C'est-à-dire qu'on va avoir des victoires et des défaites dans la vie. Peu importe ce qu'on cherche dans la vie, on va avoir des moments de victoire et des moments de défaite. Et donc le fait d'être il n'y a pas de tatami, mais d'être dans la salle d'entraînement ou sur le ring, ou le fait d'être face à soi-même en train d'essayer de faire une posture qu'on n'arrive pas à faire, ça nous apprend à vivre en fait. On fait le lien avec l'éthique. Tout à fait. En fait, je trouve que la manière dont tu l'as abordé, ça me fait penser à une thématique super importante justement dans la pratique sportive. Je sais pas si tu allais l'aborder, mais c'est la question de la source de motivation. Parce que finalement, tu vois, le fait de célébrer ses victoires, c'est vrai que c'est un truc, allez, j'entends souvent ça, mais je fais pas forcément, et je trouve que c'est vrai que c'est bien aussi pour marquer le coup. Mais alors, il vient aussi la question de comme tu le dis, il n'y a rien à faire. On est aussi, allez, si on prend le côté de la philo, on dirait qu'on a, on a une psyché, donc on a un côté effectivement qui a besoin entre guillemets de motivation. Et donc, comment on fait pour nourrir cette motivation ? Ça, je trouve, c'est vraiment une question dans le sport, en fait, dans la pratique sportive, quel que soit le sportif, c'est toujours en général la question qui fâche pour les gens lambda qui sont pas des grands sportifs. Il y a toujours, à un moment donné, les résolutions du nouvel an. Bon, allez, cette année, c'est bon, je me remets, je fais du sport. Et donc, comment garder cette motivation ? Je pense que c'est vraiment une question qui, moi... En tout cas, moi, ça m'intéresse d'avoir ta réponse. Alors, je parlais d'un concept qui est la délicieuse incertitude, qui est celle où, quand tu pratiques, c'est juste assez facile pour que tu arrives un peu à le faire. Mais c'est juste assez challengeant pour que tu n'arrives pas tout le temps à le faire. Et donc, tu dois rester dans un espèce de mélange de satisfaction où tu te sens compétent et un niveau où tu sens que tu as encore du chemin à faire. Puis, il y a en fait différentes sources en général de motivation, et puis il y a différentes formes de motivation en psychologie du sport. Donc, tu as les motivations externes, les motivations
interne. Motivation externe, c'est tu le fais ou bien je te punis, tout simplement. Papa a dit que et on le fait. Une autre, après on a les sources plus, ou alors je dois le faire parce qu'en fait sinon c'est pas bien si je le fais pas. Tu vois, genre il faut boire 3 verres d'eau, machin. Alors, si je l'ai pas fait, je me sens un peu mal. Ça c'est pas les super sources de motivation. En général, quand ça devient bien, c'est quand c'est internalisé, c'est j'ai vu Bruce Lee à la télé, j'ai envie de faire comme ça. Et là, du coup, on veut imaginer qu'on est comme lui. Une autre, c'est je me sens bien quand je le fais, en fait. Après avoir fait une petite séance, là, je sens que je suis bien dans mon corps. Et donc, en fait, il y a différents niveaux comme ça. Puis il y en a un dernier, c'est genre c'est ma vie, c'est mon truc, je me sens bien là-dedans, c'est mon identité. Je peux pas respirer sans ça. Là, c'est quand on atteint ce niveau de motivation, c'est génial. Et donc quelqu'un qui se met des bonnes résolutions en début d'année, il faut qu'il ait en fait des résolutions avec des étapes qu'il arrive de temps en temps à accomplir quand même, sinon il n'arrive pas à garder sa motivation. S'il se met un truc comme ça, il va pas y arriver, il essaye et puis en fait à un moment il se décourage. On a tous des moments avec des pertes de motivation et donc avoir des gens qui viennent nous botter les fesses ou qui disent allez viens courir avec moi, comme ça on le fait avec. Le fait d'être entouré aussi, en fait, d'avoir des gens avec, ça aide. Et puis mesurer. Moi, j'ai envie de dire mesurer les progrès, trouver un moyen de mesurer pour pouvoir de temps en temps voir et voir les progrès. Bon, là, vous avez une liste de sources de motivation. Je pense qu'on peut les utiliser pour le sport, mais on peut les utiliser pour toutes nos pratiques philosophiques. Et à côté de ça, mettez en commentaire si vous en avez d'autres ou mettez votre préféré en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce aussi, ça nous encourage, même si on n'a pas besoin de motivation externe. Mais peut-être que vous allez en avoir besoin parce que on va faire un petit exercice maintenant et parce que la philosophie et le sport, c'est aussi des défis à relever. Et un petit défi à relever que je vous propose maintenant, c'est de proposer à l'autre, à votre partenaire du jour, une pratique de votre art à faire là maintenant ce soir. Devant vos yeux. Okay. Bon, ceux qui commencent, hein. Ok. Je remarque que j'ai oublié de prendre le morceau que j'avais prévu, c'est pas grave. Ouais. Je vais te demander de retirer tes chaussures. Oula, carrément. Ouais. Ouais, j'allais dire. J'ai enlevé les chaussettes aussi, comme ça. Alors, à la caméra, vous le sentez bien. Ne reproduisez pas ça chez vous. Alors, je vais te demander de me taper dessus. Okay. Donc, t'as déjà fait des arts martiaux, mais plusieurs choses. De un, c'est il faut physiquement réussir à viser juste. Donc, tu vas viser sur mon bras ici. Ok. Et de deux, non, je vais faire un petit peu. Tu vas faire sur mon ventre. Ok. On retire les objets dangereux. Et il faut savoir bouger son corps pour viser juste. Il faut savoir faire un coup de pied qui va devoir venir taper comme ça. Il faut que j'ai confiance en toi. Il faut que tu aies confiance aussi en moi. Et il faut que tu arrives à taper assez pour faire... On va essayer de faire un bruit sur mon ventre. Ok. Voilà, donc tu dois taper assez fort pour faire le bruit, mais tu dois pas me dégommer non plus. Ok. Bon. Donc là, on a de la maîtrise physique. T'as pas mal de maîtrise de toi. Et il y a aussi une question de confiance aussi et de respect assez importante. Ok. J'y vais? Donc il faut que je fasse genre comme ça c'est bien. Ok. Ici, c'est plus. Coup de pied, un coup de pied qui vient comme ouais, ça. comme ça. Ok. C'est pas assez ça. Ouais. Encore plus? Ouais, vas-y. Ok. Tu peux y aller. Hein. Ouais. On va y aller. Voilà, c'était dans mon estomac. Okay. C'est, quoi, plus... Mes abdos, c'est ici, ça c'est mon estomac. Ok, c'est vrai. Il faut que tu apprennes à mettre de la force et tout en développant la force, tu dois réussir à juste doser ce qu'il faut pour ton partenaire. Ouais, il commence à me bousculer, c'est bien. Encore? Ouais. Ok. Il n'ose pas taper plus fort. Non. C'est bon, j'avais gagné, t'inquiète.
Une des choses à surmonter, en fait, souvent, ce qu'on a, c'est on a peur de se faire mal. Mais ce que les élèves ont souvent plus, c'est peur de faire mal à l'autre. Alors c'est très drôle parce que je donne aussi cours. Enfin, j'ai donné cours et du coup c'est vrai que au niveau dosage, c'est impressionnant. Ouais. Tu veux essayer encore un peu ou on dit que c'est bon? Il C'est faut que les gens entendent un petit bruit. Alors, un dernier. Ah, ça c'était bien. Ok. Alors, en fait, ce qui est pas évident, effectivement, c'est un exercice pareil qui puisse quand même être faisable. Et j'ai pensé à une posture. Alors, j'ai deux exercices en tête. On va voir niveau difficulté. Mais déjà un exercice. Tu es blessé. Ah oui, je sais pas faire ça avec mon poignet. Attends, alors je vais juste voir. Ah zut, parce que du coup, j'avais une figure que je pensais. Bon, je peux peut-être voir si j'y vais. Sinon, on va voir. Alors, dans le public, si vous avez l'espace, vous pouvez aussi essayer. C'est une figure qu'on appelle un L-sit. Alors, on peut le faire sur le sol, mais on peut le faire aussi sur une chaise. Et donc, en fait, c'est, voilà, je vais mettre ça ici. Ouais, la chaise ici. Et donc, l'idée, c'est de venir. Ah, c'est de venir. Non, ça, tu auras du mal. Je vais essayer, je vais voir. Hop. Ouais, c'est ça. Ah ben voilà, pas mal. Ok. Donc ça c'est un très chouette exercice. Donc dans les postures fixes, en fait c'est le genre d'exercice on travaille en compression. Et donc voilà, ici c'est quelque chose que même si on n'a pas forcément un grand niveau, des personnes qui ont un minimum de force peuvent déjà travailler. On peut le faire au sol aussi. Et alors pour simplifier l'exercice, en fait on va à chaque fois qu'on a des difficultés en calisthénie, on va rapprocher les membres du corps, parce que forcément plus les membres sont étendus, plus c'est esthétique, mais plus c'est difficile puisqu'il y a un bras de levier. Je vais pas faire un cours de physique, mais voilà, c'est ça l'idée. Et donc en fait, on peut déjà, si on arrive déjà à tenir comme ça, c'est très bien. Et puis on peut augmenter la difficulté au fur et à mesure en écartant les bras. Donc tu peux essayer au sol aussi. Donc tu démarres, voilà, comme ceci. Et donc effectivement, ouais. Alors. Voilà, c'était ça. Et j'ai déjà les cuisses qui crampent aussi. Ouais, pas mal. Oui. Alors, étant donné, et ça me surprend pas, parce qu'étant donné qu'au tout ce qui est arts martiaux, on doit beaucoup faire des mouvements où on rapproche. Donc, pour faire ça, en fait, il faut déjà quand même une bonne souplesse et une bonne force dans les quadrilles. Donc, à mon avis, avec ton entraînement pour les coups de pied, ça va être pas mal. Et on va passer à la suite. On va partir de l'idée, le sport comme un moyen de se connaître pour se dépasser. Alors, la première chose, vous en avez déjà parlé, donc on l'a déjà abordé. Je vais peut-être juste sélectionner une ou deux autres questions qui vont un peu pousser ça. C'est l'idée que la pratique sportive, finalement, elle amène à la connaissance de soi. Comme la philosophie amène à la connaissance de soi. Comme vivre amène à la connaissance de soi. Si pour ces trois choses-là, on est un petit peu attentif à ce qui se passe, on peut constater, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, constater ce qui se passe, surtout dans la défaite, tu disais, et voir comment on peut améliorer les choses, qu'est-ce qu'on peut changer pour arriver à faire mieux, à faire autrement. Et donc, la première question qui va avec ça, c'est à quel moment de votre pratique vous avez senti que le combat n'était plus contre les autres, mais était contre vous-même? Et attention, la calisthénie, on pourrait détourner la question en disant qu'on ne se bat pas contre les autres, mais il y a toujours une dimension dans le sport mal compris, à mon avis, qui est de « je me compare à l'autre, je voudrais faire mieux que l'autre ». Mais à quel moment on a senti que le combat était plus un combat contre nous-mêmes, en fait, finalement? Joël peut peut-être commencer pour... Oui. Il y a plusieurs côtés. J'en ai un qui est que moyennement pertinent, mais
Quand j'avais 18 ans, j'ai eu des ruptures de ligaments croisés. C'est pas tout à fait la réponse peut-être que tu voudrais, mais et après le premier opération, nanana, on reprend, etc. Deuxième rupture, on reprend. Je peux dire que quand j'ai dû retourner dans la salle, c'était dur. Hein. J'étais blanche, j'avais peur et à 18 ans, en général, on a un corps en bonne santé, on connaît pas le corps qui flanche, et tout d'un coup, le corps prend une limite. Et donc là, c'est le nous-mêmes, là, je renvoie au corps, qu'en fait, il faut en prendre soin. Alors, c'est pas vraiment un adversaire, mais le corps aussi, il faut le prendre en compte, et parfois, c'est lui-même qui va être un obstacle, en fait, par rapport à ce qu'on veut accomplir. Maintenant, par rapport plus à l'approche peut-être qui correspond plus à l'éthique, je l'ai surtout senti quand j'allais faire des compétitions de technique. Donc moi, en fait, je suis spécialisée dans la technique. Dans le taekwondo, il y a deux grandes catégories de compétition. Une, c'est le combat, c'est celle qu'on voit aux Jeux Olympiques, et c'est deux personnes, un adversaire, un rouge et un bleu, qui se tapent dessus, et en fait, on gagne quand on a réussi à gagner plus de points ou qu'on a mis KO l'adversaire. Et puis, il y a la technique qui correspond un petit peu au kata de karaté, où on a une personne qui exécute une forme, qui est une chorégraphie standardisée avec des exigences techniques très précises. Et il y a 5 arbitres, ou parfois 7, qui cotent de la technique et qui cotent de la présentation. Et puis, on classe les gens par points. Ou alors, avec le haut niveau actuel, en fait, il y a quand même 2 personnes qui font en même temps. Celui qui a eu le plus de points passe et l'autre est éliminé. Et en fait, quand on est sur le terrain, on est tout seul. Et en fait, tout ce qu'on a affronté, c'est soi-même. Et donc, on exécute notre forme et on essaie de la faire le mieux possible, sachant que la moindre erreur, elle est décomptée, donc on ne sait pas la rattraper. Et là, en fait, c'est le stress qui est notre ennemi, c'est notre mental, c'est être face à des gens, le silence ou les gens qui nous regardent et notre peur de mal faire ou la pression. Et donc, je dirais que c'est plutôt là que vraiment je trouve le travail mental est le plus fort dans ma pratique. C'est là que je l'ai le plus senti. Merci. Et toi? Bon, je pense que j'ai déjà répondu, mais c'est vrai que là, en fait, c'est plus spontanément mon expérience de kata aussi qui me vient pour en avoir déjà fait aussi en public. Pas du tout aller au même niveau de maîtrise que toi, mais clairement le fait de tout simplement faire une représentation, on est clairement son adversaire. Et donc, en fait, dans une pratique où finalement les objectifs sont ceux qu'on se donne, forcément on est notre propre adversaire, puisque ça va être est-ce qu'on arrive à suivre sa discipline, ouais, donc c'est essentiellement nos propres limitations qui vont poser problème. Mais juste pour aller vers quelque chose d'un peu plus philosophique, il y a une limitation mentale en fait. C'est le mental qui intervient là. À quel niveau? C'est-à-dire? Là, on est dans. Tu as parlé là maintenant de limites physiques ou de limites de bien pouvoir arriver à son art, à faire ce qu'on est censé faire. Même chose pour tout ce qui est technique, kata, etc. Mais à quel moment c'est nous qui sommes notre propre ennemi? Quel est le combat à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient empêcher? Je dirais nos démons intérieurs, notre stress, les discours qu'on peut se donner à soi-même. Mais là, c'est peut-être plus du psychologique. Oui, mais il y a de la psychologie dans la philosophie, hein, de toute façon. Et toi? Oui, effectivement, en fait, c'est nos faiblesses, c'est nos défauts qui vont poser problème. Par exemple, la paresse psychologique. Des fois, de sauter un entraînement ou dire voilà, j'ai pas envie. Donc c'est surtout à ce niveau-là. Et justement, ça, on va être d'autant plus content quand on arrive à maintenir sa discipline parce que on sait qu'on arrive à vaincre ça, quoi. Et donc le côté victoire et défaite, c'est aussi lié à est-ce qu'on arrive à maintenir cet état
malgré justement le fait que on n'est pas spécialement bien et parfois voilà on est un peu malade et on se dit non je vais quand même le faire donc c'est ça quoi. Je pense que c'est intrinsèquement très fort lié avec la question précédente de la victoire et de la défaite, en fait. Si on considère que la victoire, c'est de gagner contre quelqu'un, alors c'est ce quelqu'un qui est notre obstacle. Si notre victoire, c'est de nous améliorer nous-mêmes, ben finalement, la défaite, c'est quand on n'a pas réussi à vaincre nos propres limitations. Et si vous voulez bien partager ça, quelle peur, quelle faiblesse, quel manque avez-vous dû apprivoiser pour ce qui vous faisait, ce qui était le plus difficile pour vous? Maintenant, en fait, je pense à la raison pour laquelle j'ai commencé la calisthénie. Et c'était un peu avant le Covid, je pense, en 2017-2018, quelque chose comme ça. Et voilà, à l'époque, j'en discutais avec Natacha. Qui était un maître de vie pour moi et donc je disais j'étais un peu dans une période justement dans laquelle j'étais un peu en dépression quoi, enfin dépression c'est un grand mot mais voilà j'étais un peu je manquais de c'était pas une période facile et du coup il m'a dit mais tiens pourquoi tu te mettrais pas une discipline sportive quoi. Et du coup j'ai réfléchi et en fait à l'époque j'étais dans un petit appartement je me suis dit oui en fait je vais me remettre un peu comme les résolutions du nouvel an mais vraiment du coup l'objectif c'était qu'en fait la pratique soit justement un outil pour tout simplement exprimer une facette de moi qui sinon s'endort quoi. Et donc en fait la pratique sportive et la calisthénie c'est aussi pour moi un outil justement pour un peu contrer l'inertie, parfois le fait de se laisser aller. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un outil aussi de discipline, de se dire X fois par semaine, plutôt que de lire ou de faire une activité dans laquelle où je vais finalement végéter. Je vais plutôt être végéta, c'est-à-dire je vais lutter contre mes démons et utiliser ma colère pour développer ma force. Et je rebondis un peu sur ça. J'ai eu parfois cette tendance, et surtout les périodes où j'ai dû m'arrêter, quand on pratique régulièrement, en tout cas le taekwondo, on devient une autre personne. Et à être régulièrement cette autre personne dans la salle, ça s'infuse un petit peu, ça diffuse un peu dans le quotidien. Et quand je ne faisais pas pendant longtemps, je me souviens avoir vu mon dobo, mon uniforme, qui était suspendu, et je le regardais et je me disais, je ne suis plus cette personne là pour le moment ou quoi, et on devient plus flemmard dans la vie quotidienne, et on tient moins ces trucs, ces objectifs. Et puis quand j'ai pu retourner et que j'ai réenfilé le vêtement, tout d'un coup on se retrouve une partie de soi-même qu'on avait peut-être mise de côté, et donc je pense que c'est en lien un petit peu avec ce que tu dis, qu'en fait cette pratique nous aide en fait dans notre quotidien à être une meilleure version de nous-mêmes, si je pourrais dire. Ouais, ouais. J'enchaîne sur la difficulté que moi j'ai eue. Du coup, avec l'histoire des genoux, la grosse difficulté, c'était d'avoir peur de se blesser. Ayant aussi cette particularité que je suis en général la plus petite et la plus légère de la salle, et que dans les arts martiaux, la taille et le poids restent quand même super importants. Et par hasard, souvent, c'est plutôt les femmes qui sont plus petites et plus légères. Voilà. Et donc, avoir des gens où tu fais un coup de pied dessus, c'est comme un roc, et en fait, tu sens jusque dans tes os que ça vibre et que ça encaisse. C'est pas très très agréable. Et ça a été difficile à surmonter, mais du coup, je vais élargir un petit peu pour partager à quelque chose qui est général en fait, et que j'observe, c'est la peur de la douleur. Et que, en fait, dans les arts martiaux, on est régulièrement confronté à la douleur. Dans le sport aussi, je pense, mais les chocs et le fait de se prendre des coups, c'est dans tout ce qui est sport de contact et arts martiaux, et que les adultes, en fait, on n'a plus souvent on est plus souvent confronté en fait à la douleur physique dans le quotidien. Du coup, on devient un peu douillet. Les jeunes, je crois qu'on était tous enfants, il y avait pas une année où j'avais pas un mois où j'avais pas le tibia couvert de bleu parce que je tombais tout le temps.
entre le vélo, courir, faire le casse-cou, grimper à l'arbre, se prendre les escaliers. Enfin, on est tout le temps dans la douleur quand on est enfant parce que on va partout, on tombe et on se fait mal. Et puis à un moment, on arrête et en fait, on oublie ce que c'est la douleur. Et puis à un moment, je vois des adultes qui font leur premier cours. Et alors, ils sont touchés. Mon Dieu, mon intégrité physique. Il y a un choc émotionnel comme ça. Et à savoir qu'en général, ce qui est le plus dur, c'est le choc émotionnel. C'est pas la sensation en fait. C'est l'enfant qui tombe par terre. Si tu lui fais, oh ben, dis donc, et tu te relèves, mais c'est, oh mon Dieu, oh mon pauvre, et il est là. Il commence à pleurer. Ou alors tu vois, tu te coupes le doigt et tout, tu regardes le sang et t'es en mode, mon emballage, mon corps, il y a eu une atteinte à l'intégrité de mon corps et il y a du sang qui est en train de sortir et c'est ce choc qui fait que tout d'un coup on est, je sais plus rien faire alors qu'il y a genre une goutte de sang sur le doigt, tu vois. Et donc c'est cette façon dont on aborde la douleur et j'en suis arrivée moi à un niveau où en fait je différencie différents types de douleurs qui pour moi ne sont plus des douleurs, certaines c'est juste une information et on sait qu'en fait certaines douleurs ne sont pas dangereuses pour le corps. Donc notamment ça commence par le grand écart, les étirements, c'est pas agréable quand on n'a pas l'habitude. Fondamentalement les gens ils disent que c'est douloureux, donc ceux qui n'ont pas l'habitude, les petits, je prends l'exemple des petits, ils arrivent, ils sont, ah, ça fait mal et tout. et puis tu leur fais, non, mais c'est une bonne douleur. Ça doit faire un petit peu mal. Sinon, tu vas pas gagner et devenir plus fort. Hein. Si ça faisait pas mal, tout le monde le ferait, tout le monde aurait un grand écart. Et donc, pour pouvoir s'améliorer un petit peu, il faut pas avoir peur d'aller contre cette douleur. Et c'est comme ça qu'on devient balèze. Et au bout d'un moment, ils prennent l'habitude, en fait, et quand les gens ont l'habitude de s'étirer beaucoup, les gens qui font du yoga ou les gens qui ont une activité physique régulière, bah, il y a un moment où, en fait, cette sensation, limite, on va la chercher et on la trouve agréable. Et on n'assimile plus la sensation de l'étirement à de la douleur, vraiment. Je parle pas de quand tu vas faire un claquage, hein, mais quand tu vas juste t'étirer un petit peu. Ah, ça fait du bien, on sent, voilà, l'étirement fait du bien. Et puis, je prends l'exemple d'un bodybuilder qui est là, qui fait ses trucs et tout. Et puis, il y a un moment où les muscles ils brûlent. Hein. Bah, au début, c'est pas agréable. Mais en fait, quand tu te dis, ouais, mais là, ça veut dire que je travaille et que je vais avoir des gros muscles après et que je vais devenir plus fort. Alors t'es là, ouais, j'aime cette sensation, je vais la chercher. Donc, la façon dont on aborde la douleur, en fait, il faut l'explorer. Et quand on ne l'a pas, on en a peur et on l'évite. Je sais plus si je voulais aborder une question par rapport à ça, mais je sais pas si ça viendra plus tard ou si j'en parle déjà maintenant. C'est ce qu'on appelle les stratégies d'évitement et les stratégies d'approche. Et donc, par défaut, tout le monde est en stratégie d'évitement. Tu sens un inconfort, tu l'évites. Tu fais ce qu'il faut pour éviter que ça soit un inconfort physique ou émotionnel. Et ce qu'on essaye d'inculquer un sportif, c'est la stratégie d'approche. Ça veut dire qu'on doit se dire j'ai ce qu'il faut pour y arriver et à force d'entraînement et en fait ce qu'on veut c'est améliorer la résilience et que cette personne ait le sentiment comme le bodybuilder que en fait ça en vaut la peine et qu'après ce sera mieux. On se dit ok mais quand il y a un problème, eh bien il faut aller vers le problème pour le surmonter et non l'éviter. Sinon, en fait, sur un terrain, il y en aura un qui courrait tout le temps, qui s'enfuirait tout le temps du combat et qui ne viendrait jamais combattre. Moi, je l'ai tellement optimisé qu'en fait, je suis au point où quand il y a un souci, si je sais qu'il y a quelque chose de bien derrière, je vais presque foncer tête la première vers l'obstacle pour le surmonter. Et même si je tombe par terre, je me dis, ouais, mais c'est une étape vers, je suis un pas plus près de la réussite qui se cache derrière. Voilà, donc ça c'est un mindset qu'on essaye d'inculquer chez les athlètes, c'est la stratégie d'approche. Je pense qu'on peut voir dans tout ce que vous avez dit, il faut avancer, hein, je vois des grands signes de la technique. Dans tout ce que vous avez dit, je pense qu'on peut voir que la discipline du corps éveille la discipline de l'esprit parce que on voit que chaque élément que vous faites avec votre corps renvoie à des concepts, renvoie à des images, renvoie à des valeurs. Et d'autre part, j'ai l'impression dans ce que vous dites aussi que petit à petit, votre pratique vous aide à trouver la vie intérieure, j'allais dire.
Ça, ce serait génial. Mais en tout cas, au moins une certaine paix intérieure sur le ring, une certaine paix intérieure dans la vie, une paix intérieure, dont on a parlé aussi tout à l'heure, avec le fait que justement le fait de se mettre en route éveille des qualités chez toi et finalement ça finit par nous mettre dans une certaine sérénité face à la vie. On va pas développer malheureusement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faudra la refaire, hein, celle-là. Donc, mais on peut faire une petite démonstration de ça. C'est-à-dire, je vous propose de nouveau de faire un petit défi. De montrer une posture, quelle qu'elle soit, qui soit dans votre pratique évidemment, et qui soit symbolique, c'est-à-dire qui représente quelque chose pour vous, et qui s'exprime à travers le corps. Et donc on parlait justement d'idées, ou de valeurs, ou de symboles qui s'expriment à travers ce que vous faites à travers le corps. Ok. Ouais. Qui commence? Comme tu veux. Vas-y. Moi, je vais vous faire le chumbi, qui veut dire être prêt, en fait, en coréen, qui est la posture quand on est prêt à commencer quelque chose. Il y en a plusieurs différentes, mais il y en a une de base. Et c'est une posture qu'on fait tout le temps. On l'a fait au début, on l'a fait à la fin d'un exercice, on l'a fait au début du cours, on l'a fait à la fin, on l'a fait au début d'une forme, on l'a refait à la fin de la forme. Et il faut respirer pendant 5 secondes quand on le fait. Et on l'a tellement fait que après, il y a un effet un peu inverse ou de conditionnement. Si on est dans une situation stressante dans la vie, ça m'est déjà arrivé, de penser chumbi, alors j'ai même plus besoin de le faire, je pense, et tout d'un coup, je repasse en mode taekwondo, cool, tout est carré. Donc, je vais juste vous le faire. Voilà. Donc ça, c'est quand on est prêt. Et en fait, ça s'accompagne d'une inspiration. Et puis une expiration. Et alors, on descend en fait dans le centre énergétique, qui est ici, le Danjon, qui est un des points importants du corps dans le taekwondo. Et ça aide à amener la respiration vers le centre énergétique, à se s'ancrer un petit peu et à être dans l'instant présent, en quelque sorte. Et donc, j'ai tellement fait cet exercice avant de faire autre chose et de faire du taekwondo que si j'arrive à transposer, du coup, une petite bulle de taekwondo dans ma vie quotidienne, si jamais je la fais. Ouais. Intéressant parce que ça rejoint des pratiques qu'on a pu faire au Nikum ou même qu'on fait dans le cours de philo, les pratiques de recentrage, en fait, qu'on va retrouver dans pas mal de philosophies, chez beaucoup de philosophes, en fait. Plutôt antiques, hein, mais renaissants aussi. Ok. Ok, donc j'étais en train de chercher j'avais plusieurs mouvements en tête. Le problème, c'est que forcément, on est limité, vu que je vais faire une figure sans échauffement et aussi, voilà, j'aurais préféré, en termes de figures symboliques, des figures qui sont plus belles, évidemment, quand on s'élève. Je pense que si j'avais eu le matériel, j'aurais choisi une figure que j'aime beaucoup, qui est le muscle up aux anneaux. Et pour ceux qui ont déjà vu de la gymnastique, en fait, vous voyez les anneaux, la discipline des anneaux, en fait, c'est tout simplement la posture quand ils se présentent, ils prennent et alors ils vont faire ce mouvement, comme ça. Enfin, du coup, c'est plutôt comme ça, bam, et se mettre. Donc là, je trouve ça hyper esthétique. Malheureusement, je vais pas pouvoir le faire. J'avais pensé du coup aussi à un poirier, mais voilà, ici dans les conditions. Ça va être plus difficile. Donc je vais faire une figure un peu intermédiaire qui est le trépied, donc le headstand. Du coup, hop, je vais essayer de mettre comme ceci. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ces figures, un petit peu comme tu disais, et c'est ça que je trouve que j'aime beaucoup dans les postures fixes, c'est que on doit être hyper concentré sur l'équilibre. Et donc, c'est une autre manière, finalement, de travailler la concentration qu'on va le faire dans les arts martiaux avec un kata, par exemple. Mais ici, voilà, par exemple, tout simplement, le fait de venir comme ceci.
bien tous les éléments qu'il faut travailler pour arriver à ça. Ouais. Pour avoir déjà essayé. Essayez, je dis bien. C'est que ça prend du temps. Alors, allons un peu plus profondément dans l'idée du combat intérieur et de l'esprit du héros. Parce que finalement, le sport, je pense que ça peut amener cette dimension d'héroïsme si on est dans quelque chose de plus intérieur. Dans la dimension, on peut oser les mots, la dimension spirituelle du sport, en fait, qui ne représente pas qu'un travail sur le corps, mais qui va aller plus loin avec des dimensions plus intérieures, des dimensions de l'esprit. Et il y a un des enseignements de notre école de philosophie ça me semblait intéressant de vous le soumettre. Donc dans notre école, notamment à partir du texte de la Bhagavad Gita, on parle de deux parties de nous-mêmes. Une partie qui va être plus personnelle, plus centrée sur nous-mêmes, plus passagère, qui est plus liée au concret de notre corps, des émotions, même du mental en fait, qui va être concret, qui va gérer toutes ces émotions, toutes ces choses-là. Et d'un autre côté, une partie de nous qui va être plus universelle, plus reliée aux autres, plus reliée au bien commun, plus centrée sur des valeurs humaines et sur l'ensemble de l'humanité et même de la nature et de l'univers. Est-ce que cette conception, est-ce qu'elle vous parle dans votre pratique? Est-ce que elle est d'une quelconque manière, elle pourrait être reliée à la philosophie que vous utilisez dans votre pratique, tant martiale que physique? Tu peux juste resynthétiser donc la vision. En fait, c'est les deux parties de nous. Toi qui donne le cours, plus simple encore pour toi. Toi, tu l'as ou tu veux que j'explique plus? J'ai plus, pour moi, c'est genre individualisme contre collectivisme. Ouais. Et si tu veux aller plus loin par rapport à ça, c'est la personnalité et l'individu en fait dans le cours. Oui. Là, en fait, c'est des choses que j'ai déjà dit avant, mais avec cette approche-là, pour moi, en fait, le travail du corps, c'est un outil, justement, pour travailler d'autres qualités, quoi. Mais c'est vraiment, en fait, c'était ma motivation de première à la base. C'est marrant parce que justement, quand je vois certaines personnes qui font du sport, il y a des personnes que je dirais qui sont des sportifs de naissance. C'est-à-dire, voilà, depuis qu'ils sont petits, ça a toujours été des sportifs et voilà, on les reconnaît comme des sportifs. Et moi à la base, j'étais pas du tout comme ça, quoi. Je me vois encore à l'époque. J'ai eu des phases. J'ai toujours fait du sport, mais j'ai plutôt été considéré comme un intello ou un binoclard. Je le dis de manière gentille, juste pour comparer les stéréotypes. Et voilà, j'ai encore une vision de moi. C'était à l'UNIF. Je venais d'arriver dans une troupe scout, donc c'était ma première année de chef. Et en fait, tous les autres chefs, ils étaient méga balèzes en sport, quoi. Je me rappelle d'une course, et même au niveau des scouts, où je m'étais fait tracer par la moitié des scouts. Donc j'avais 22, 23 ans, et je me faisais tracer par des gosses de 15, 16 ans. Donc là, mon ego, il en prenait un petit peu, quoi. Et donc justement, moi, c'est par la pratique, parce que j'ai pas ce besoin, c'est pas quelque chose de naturel chez moi, mais je suis super content quand je vois maintenant ce que je fais et en fait les qualités que ça a développé chez moi, quoi. Donc je vais donner un exemple, mais c'est vrai que j'aimais pas spécialement courir, mais de par l'entraînement que je fais, je sais que je peux si on me dit maintenant on va courir 10 km, je sais le faire sans avoir besoin forcément de faire un entraînement sur le côté. Après, je vais peut-être avoir des courbatures et je courrais pas aussi bien que quelqu'un qui adore courir et qui court tous les jours. Mais je sais qu'avant, c'était vraiment une barrière infranchissable, quoi. Genre courir 10, 15, 20 kilomètres. Et donc, comme c'était un objectif pour moi de l'intégrer et finalement de l'utiliser comme outil, j'en suis hyper fier. Mais c'est pas du coup quelque chose qui est naturel chez moi, quoi. Donc voilà, je suis content parce que ça a développé justement des qualités.
Donc moi c'est donc tu peux rappeler en un mot la question. En un mot? Smart. Non, pas celui-là. Donc en gros, l'idée c'est, il y a certains enseignements philosophiques qui vont parler de deux parties au minimum, hein, parce qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Mais une partie qui va être plus liée à notre petit ego personnel, liée à nous-mêmes, à ce qu'on veut pour nous, un peu plus égoïste. Et une partie qui va être liée beaucoup plus à notre capacité de nous tourner vers le monde, d'être lié aux autres, à la nature, à l'univers, et qu'on va retrouver à toutes les époques, dans toutes les philosophies, et donc qui est plus universel en fait. Et donc est-ce que ces deux choses-là interviennent dans ta pratique? Oui. J'ai encore une réponse en deux parties. La première, c'est dans mon vécu personnel. Donc, je suis moitié chinoise, côté maternel est chinois, et donc j'ai une éducation en fait qui a été pas mal empreinte de confucianisme, je crois. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire du taekwondo ma vie, c'est que ça me permet d'avoir une bulle asiatique en étant en Europe. Et je sens très fort en fait la différence de culture un petit peu. On parle généralement de la culture individualiste occidentale et plus collectiviste dans en tout cas certains pays d'Asie. Et je le sens très très fort au quotidien et dans la vie de tous les jours. Et par la pratique, l'enseignement du taekwondo à des élèves belges qui n'ont pas eu cette éducation-là, ça permet d'insuffler un petit peu de cette conscience et d'élargir aussi une façon de penser à une autre façon de penser. Je dis pas qu'il y a une manière de faire qui est meilleure que l'autre. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver un petit peu une harmonie à trouver entre les deux. Mais que justement, si on est tout le temps dans de l'individualiste, il faut avoir un peu de collectiviste, et dans l'autre sens, il faut un petit peu les deux. Donc ça, c'est mon approche à moi, et donc j'essaye d'apporter beaucoup de conscience du groupe quand je donne les cours. Maintenant, la deuxième version de ma réponse, c'est la position officielle du Kukiwon, qui est l'Académie mondiale de taekwondo. Donc le taekwondo a ça de particulier par rapport aux autres arts martiaux, que c'est un art martial qui a maintenant un style. Ce n'est pas forcément le cas en kung-fu ou en karaté, et il distribue un diplôme qui est reconnu normalement dans tous les clubs de taekwondo. C'est le diplôme de taekwondo du Kukiwon, et ça suit normalement un cursus avec un programme officiel qui est assez minimaliste, et donc on peut encore rajouter d'autres choses. Mais donc il y a une espèce de garantie que tout le monde va faire les mêmes formes. Quand on parle de taekwondo, il y a un programme standard. Et donc c'est pas le cas en fait dans d'autres arts martiaux. Et donc c'est le Kukiwon qui dit qu'est-ce que c'est le taekwondo. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Quel est l'objectif du taekwondo? C'est overcome yourself and benefit the world. Donc en fait, c'est eux qui parlent. Il y a deux grands principes dans la conception du taekwondo, et puis il y a encore 5 valeurs en quelque sorte. Et donc dans les deux grands principes qui le guident, le premier c'est l'acquisition de ta puissance. Donc tu vas développer ton potentiel par le kukki, qui est en fait le fait de dépasser tes limites et de tout le temps faire des efforts, par la persévérance, en endurant des douleurs tout le temps. Enfin de pas lâcher quand tu sens quelque chose de difficile. Le courage, c'est le fait d'oser affronter tes peurs. Et en fait, c'est comme ça que tu vas devenir plus fort et que tu vas pouvoir exploiter ton potentiel et le développer. Une fois que tu as ce potentiel, ce que tu as développé, qu'est-ce que tu fais avec? Et là, c'est un idéal d'humanité, Rumlik Ingan. Et en fait, on doit faire le bien avec ce que on a pu développer. Et dans ce processus, en fait, il y a une élévation en quelque sorte de la conscience du pratiquant. Quand quelqu'un commence, souvent il commence parce que je veux améliorer ma cardio, parce que je veux apprendre à me défendre, j'ai peur, je dois pouvoir me défendre moi en fait, parce que j'ai peur pour ma sécurité. Je veux ressembler à tel athlète, je veux ça. Et donc au départ, on est dans une approche très individuelle. Ensuite, on va passer vers une approche de moi et mon partenaire. J'ai pas envie de lui faire mal, etc. Donc il commence à y avoir, on sort un petit peu de son soi. Et puis il y a une approche, quand on commence à être plus avancé, on a une approche plus de nous, du groupe. Donc la classe, le club, le pays éventuellement. Et à la fin, quand on arrive vraiment à un niveau plus haut, en fait,
on inclut tout le monde en fait, on inclut le monde entier, c'est dans ce sens-là que on bénéficie au monde. Et à chacune de ces étapes, il y a un adversaire, une limite à surmonter. La première, quand c'est le moi, c'est mes défauts de personnalité, genre ma flemmardise, ma faiblesse physique, etc. Après, il y a un petit peu l'empathie qu'on doit développer avec quelqu'un quand on est avec l'autre. Quand on est au niveau où on commence à penser en termes de club ou de pays, on doit surmonter cette... Ah oui, non, dans l'étape juste entre les deux, il y a ce côté où on commence à être balèze. On commence à penser, moi, en fait, moi, je suis bien, je suis fort et tout. Et là, il faut savoir reconnaître que les autres ont aussi des valeurs et peuvent nous enseigner des choses et faire preuve d'un petit peu d'humilité. Puis, il y a donc l'étape où on commence à avoir conscience du groupe. Et là, il faut réussir à c'est là qu'on a des tendances peut-être discriminatoires qui peuvent arriver et à être nous contre eux, très communautaire comme ça. Et donc là, il faut aussi réussir à surmonter ça. Et puis, quand on est au niveau du monde, il faut réaliser qu'en fait, nous ne sommes pas différents groupes, tout le monde n'est que un. Et donc ça, c'est le parcours en fait du taekwondoïste. Quand on arrive à cette conclusion-là, on a des cheveux blancs, on est 9e dan. Sur le haut des montagnes. Avec sa petite sa moustache. Est-ce que c'est un objectif de vie? Je pense que c'est l'objectif de vie finalement de tout le monde qui pratique. Alors, Je parlais de la au bout d'un moment, la moustache. Non. Ok. Là, je suis en plein combat contre moi-même parce que je vais devoir abandonner les questions étant donné que le temps passe très très vite. Mais ça fait partie de mon épreuve. Aujourd'hui, vous en avez une, et j'en ai une aussi. Alors, je vais aller directement, vu qu'on est dans la dimension du héros, vous poser cette question avant de passer à un petit un duel silencieux. Comme ça, vous restez au moins jusqu'au duel silencieux. Est-ce que le sport peut encore avoir une dimension héroïque aujourd'hui? Et je sais que dimension héroïque, ça demande une définition, mais je vous pose la question à vous. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que le sport, pour vous, a une dimension héroïque encore aujourd'hui? Je vais rebondir avec ce que tu as dit sur la douleur tout à l'heure, que je trouvais hyper intéressant. Et je pense que c'est même une des définitions même du héros, c'est d'utiliser la douleur pour se dépasser. Je pense que, c'est vrai qu'on a un rapport à la douleur justement dans une société de confort qui est la posture de rejet. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des tendances de fond de la société qui vont à l'encontre de ça. Et il y a pas mal de nouvelles tendances dans le sport. Et je pense à par exemple dans les sports intenses, tout ce qui est cardio, il y a le HIIT, il y a le CrossFit. Maintenant, il y a l'Aerox. Et en fait, cette discipline, il y a d'ailleurs certains humoristes, je pense à un sketch de Marina Rollman, qui dit, mais en fait, ces gens-là, ils se préparent à la guerre. Et en fait, c'est vrai, je pense que il y a une recherche comme ça, sans doute inconsciente, et qui est liée à une société dans laquelle on n'a plus ces épreuves-là, mais d'être confronté à la douleur, d'être confronté à l'adversité. Et en fait, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'être, comme tu disais tout à l'heure, on cherche pas la douleur en termes de côté un petit peu masochiste. Mais moi, je pense par exemple aux courses d'obstacles que j'ai découvert notamment grâce à Axel. Il y a un côté, il y a un engouement incroyable pour ça. Mais le truc, c'est qu'on va aller, en fait, en gros, c'est un parcours militaire déguisé, quoi. On va courir pendant parfois plus de 3 heures. Dans des conditions, il y a de la boue, il y a de l'eau, des fois il y a même des bacs de glace, on rampe, on va dans la rivière, on ressort, on est trempé, et il y a plein de monde qui fait ça, quoi. Et donc je pense qu'on est dans une forme de nostalgie de l'épreuve de soi, justement de dépasser ses limites, et ouais, c'est une quête en fait. Qui est parfois conscientisé ou pas, parce que bon, comme tu dis, il peut y avoir différents objectifs là-dedans, mais je pense qu'il y a une grande partie effectivement de besoin de vaincre l'adversité
et surtout quand on voit ce genre de sport, de le vaincre ensemble. Alors j'ai jamais été dans une box de CrossFit, mais je vois voilà beaucoup de personnes qui en parlent ou qui l'expérimentent, et je pense que une des choses que les gens aiment aussi, c'est le côté l'émulation, quoi, le fait de faire ça ensemble. Pareil, hein, les courses à pied, dans l'école où je travaille en tant que professeur, il y a un énorme engouement au niveau des professeurs, même au niveau en fait de professeurs de tout âge, mais c'est génial en fait aller une course, même si chacun court avec lui-même, parce qu'à un moment donné, c'est inéluctable, même si on a parfois 1 minute de différence ou 2 minutes sur 1 heure de course, mais en fait on se retrouve quand même à courir seul, puisqu'on a notre rythme, mais le fait de le faire dans une ambiance collective, ça crée quelque chose d'assez intense. Et donc oui, donc la voie héroïque, le dépassement et le fait de le faire ensemble, je pense que c'est un besoin, ça reste un besoin de l'humain. Moi, je dirais le dépassement aussi. Et je dirais que c'est dans un objectif d'une défense d'une valeur ou d'une éthique ou quelque chose comme ça. Parce que je sais pas, enfin dans mon sens du héros, alors je ne sais pas si ça correspond avec tout ce que vous entendez par héros, mais on entend moins souvent héros pour soi-même. En général, le héros, c'est quelqu'un qui s'élargit de soi, qui fait quelque chose pour les autres. Et donc, c'est dans cet objectif-là, pour moi, celui qui dépasse juste ses limites, il manque quelque chose. Et il y a un pourquoi on dépasse les limites, avec un objectif qui, pour moi, fait que c'est le héros. Si je viens aux arts martiaux, en plus, le fait de développer toutes ces combats, cette force mentale, dans les arts martiaux, en plus, on est des combattants. Donc, on est prêt, en fait, à se battre pour nos valeurs. Que ça soit un combat vraiment paf, mais aussi juste aller trier ses déchets avec conviction. Enfin, j'en sais rien, mais tu vois, enfin, je veux dire, à partir du moment où tu vas surmonter un obstacle, où tu fais au-delà d'un inconfort avec un objectif qui correspond à des valeurs en tête, pour moi, alors ça peut être un héros. Je pense que c'est une très bonne définition. Et justement, si on va plus loin, si on fait le lien, tu parlais du héros qui se bat pour des convictions, qui, en général, le héros est aussi représentant du groupe. Hein, donc, qu'est-ce que vous évoque la dimension de fraternité dans dans la pratique sportive? Et aussi, bon, avec ta pratique, ça pose aussi la question, est-ce que la pratique individuelle peut aussi avoir une dimension de fraternité? Et bon, toi, c'est une pratique un peu plus collective, au moins au minimum à 2, mais voilà. Comment vous voyez cette dimension fraternelle dans le sport? Ouais, c'est l'élément que je disais ici, c'est-à-dire forcément quand on pratique seul, c'est difficile de le voir, mais du coup, dans des événements où forcément on va utiliser cette force physique, là effectivement, ça, en fait, pour moi, c'est aussi une manière de se relier à travers l'effort phisique. Par exemple, il y a des collègues avec lesquels j'avais pas forcément d'interaction, et le fait d'avoir couru, ne serait-ce que d'aller à un endroit, d'avoir couru ou d'avoir fait une course d'obstacles, en fait, on est relié à cette personne, alors qu'on n'a peut-être pas forcément échangé avant ou quoi. Donc, pour moi, clairement, la pratique d'un sport va nous amener à être plus proches. Et là, j'ai mon expérience de judo qui me revient en tête, donc c'est pas lié à mon sport actuel, mais le judo m'a appris à être plus proche physiquement des personnes, tout simplement parce qu'au judo on est toujours au contact, et je pense que je suis pas quelqu'un de tactile à la base, mais ça m'a permis peut-être si je n'avais pas eu cet enseignement avec le judo et après dans d'autres arts martiaux, dans d'autres pratiques, j'aurais été quelqu'un de beaucoup plus distant peut-être. Et donc, je pense que dans la pratique sportive, on a aussi un outil, tout simplement pour se rapprocher physiquement, mais ça va entraîner aussi un rapprochement moral, et donc un pas vers la convivialité et la fraternité. Je corrige un tout petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Les arts martiaux, enfin le taekwondo, c'est plutôt une pratique individuelle. Enfin, c'est un sport individuel pratiqué collectivement avec d'autres personnes.
Parce qu'en fait, fondamentalement, on travaille tout seul, on s'entraîne tout seul. Il y a quelqu'un, on tape dessus, mais en fait, c'est soi-même. C'est pas comme les sports d'équipe, quoi. Où il y a vraiment, c'est le travail d'équipe. Il y a plusieurs manières en fait d'aborder la collectivité. Il y en a une, c'est tout ce qui est démonstration et forme. Là, en fait, on peut en faire en synchronisé avec d'autres personnes, et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à apprendre là-dedans. Je l'ai déjà fait moi-même. L'expérience, à force de travailler tout seul, on ne sait plus se connecter aux autres et on ne sait plus se mettre avec les autres. Et donc, on est tout le temps en recherche de la performance, de faire mieux, faire plus fort, faire plus rapide. Et puis, quand on est avec quelqu'un d'autre, on doit s'ajuster à sa vitesse. Si on veut être synchronisé, si on veut qu'au final, le rendu soit beau. Et quand on est ensemble, on a plus de force. Donc, on voit un grand groupe qui exécute les mouvements en même temps. On se dit, waouh, ça en jette, quoi. S'ils sont plic-ploc et ils sont tous désynchronisés, ça le fait moins. Donc, le travail d'équipe est important. Et pour ça, ceux qui vont plus vite doivent descendre leur vitesse et ils doivent faire un peu d'humilité. L'ego, on le met un peu sur le côté. C'est pas toi qui dois briller maintenant. C'est vous ensemble. Donc il y a une conscience du groupe qui se pratique beaucoup dans les grands groupes, et comme ils font beaucoup ça en Asie, ça fonctionne comme des horloges, quoi. Ça c'est super bien synchronisé. Et en Europe, je crois que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des groupes qui se synchronisent. Quand ils font des démonstrations, ils grimpent les uns sur les autres, ils tiennent des planches et des trucs comme ça. Donc c'est un travail d'équipe vraiment très très ficelé, très intéressant. L'autre aspect, c'est par rapport à un club, dans une pratique qui est moins professionnelle peut-être. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le nom Harmonie Taekwondo pour le club. C'est l'harmonie entre les gens. Bon, harmonie, c'est plein de choses, hein. C'est musical, c'est esthétique, c'est énergétique. Mais il y a un aspect social, enfin, de groupe. Et j'ai pu remarquer la force que ça peut donner à une personne d'être dans un lieu où les autres l'accueillent avec bienveillance et l'encouragent, le soutiennent. Et c'est comme ça qu'on peut être monté vers le haut. Il n'y a pas de relation aussi... Je trouve que c'est une relation très particulière, la camaraderie qu'on développe avec quelqu'un avec lequel on a sué et on a souffert ensemble. C'est pas la même chose que de l'amitié, c'est pas la même chose que la famille. Pour moi, c'est une camaraderie très particulière. Et quand on fait un entraînement où tout le monde est en train de souffrir, alors on fait des cris aussi pour s'encourager les uns les autres, et tout le monde crie ensemble et on va plus loin ensemble. Ben il y a un truc, il y a un truc qui vient de cette énergie de groupe qui vont nous pousser en fait à aller beaucoup plus loin. Donc ça c'est l'autre expérience que j'ai en fait de cette fraternité, qui n'est pas une fraternité comme dans d'autres groupes qui vont beaucoup plus interagir, parce que parfois on peut développer une fraternité avec le gars qui a créé à l'autre bout de la salle. Je connais pas son nom, je l'ai vu 3 fois, mais voilà, l'énergie a fonctionné. Mais il y a quelque chose quand même. Merci. Petit exercice, un salut de l'un à l'autre, un salut. Comme aux arts martiaux, hein. Tu as l'habitude parce que tu as pratiqué. Le public, regardez bien, parce qu'après je vais vous demander qu'est-ce que ça évoque pour vous en un seul mot. Donc soyez attentifs. Vous savez de quoi il s'agit. Je vous laisse. D'abord on fait le salut d'une discipline et puis le salut de l'autre. L'un à l'autre. C'est bon pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, en un mot? Respect. Respect. Complicité. Honneur. Harmonie. Courtoisie. Je pense que tout le monde n'avait pas entendu humilité, t'as dit? Humilité derrière, ok. Courtoisie. Connexion. Connexion. Conscience. Conscience. Je répète pour le micro. D'autres et Jonathan. Pour ceux qui sont là, effectivement. Effectivement. C'est déjà pas mal. Bon, on va faire un mot de la fin. Donc je vous propose de vous asseoir. Et le mot de la fin, on va le faire sur la devise olympique. On va donner quelques éclaircissements sur cette devise dans les cours qu'on va faire bientôt ici dans cette école sur philosophie et sport. Cette devise en latin, c'est Citius, Altius, Fortus, Communis, qui veut dire plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous, tout simplement, en tant que pratiquant? Plus vite, plus haut,
plus fort et ensemble. Pour déjà synthétiser pas mal d'éléments qui ont été dits avant, plus vite, plus haut, plus fort, c'est le côté dépassement de soi. Donc c'est dépasser, déjà viser et puis dépasser ses limites. Et la fin est importante, c'est, comme tu le disais aussi, ça pourrait être dans un but purement égoïque, de viser une inflation de l'ego et de se reconnaître dans ses progrès. Mais à partir du moment où on considère que on met ces outils, enfin on considère ça comme un outil ou un tremplin pour incarner, pour être une nouvelle version de soi, et pas juste pour faire ou avoir un certain statut, et de mettre cette version de soi au service. C'est-à-dire que comme tu disais très bien aussi, le fait de prendre conscience qu'on est dans un club, ce club il est dans une nation, et en fait on est tous des pratiquants d'une même discipline, et donc voilà, ça doit mener in fine à ça, à une prise de conscience de faire partie d'un tout. Moi j'aime bien le côté ensemble, mais les 3 premiers ça me plaît moins, parce que pour moi ça représente ce côté très orienté performance, matérialiste. Et c'est pas le résultat final en fait qui est important à mes yeux, c'est le chemin. On peut parler d'être orienté résultat ou orienté tâche. C'est le chemin qu'on fait pour y arriver, parce qu'en fait le plus important, surtout dans la pratique des arts martiaux où on parle d'une recherche de la voie, en fait on n'arrive jamais au bout. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de grandir. Et c'est en profitant du coup du chemin pour y arriver que on grandit, et surtout je pense que c'est l'état d'esprit à garder. Enfin moi personnellement c'est un état d'esprit que je préfère, c'est de se concentrer sur les petites choses quotidiennes plus que toujours faire quelque chose de mieux qu'avant, et à la fois oui mais à la fois non, parce que quand on cherche toujours à faire mieux qu'avant, on ne profite plus en fait de ce qu'il y a maintenant et du chemin, et d'observer parfois des choses qui peuvent paraître moins nécessaires. Donc chercher à faire un beau geste, c'est pas toujours du plus haut, plus fort, plus performant, plus vite, voilà. Oui, enfin, je pense qu'on peut aussi découvrir que dans ces éléments-là, on peut les voir de manière extérieure et de manière intérieure aussi. On pourrait se dire plus vite, on peut être parfois plus rapide à l'intérieur et plus lent à l'extérieur. On peut vouloir aller toujours plus haut, mais plus haut à l'intérieur de soi aussi. Être toujours plus fort, avoir toujours une plus grande force intérieure. Donc il y a différents éléments là-dedans. On peut le voir aussi du côté compétitif, mais je dirais même parfois il faudrait pouvoir aller plus lentement à l'intérieur aussi. Oui. Et être moins fort aussi parfois. Eh bien, merci à vous deux en tout cas pour vous être prêtés au jeu, parce que je pense que finalement les questions qu'on a amenées ce soir, qu'on a abordées ce soir, elles vous ont amené à livrer pas mal de vous-même, et je pense que c'est déjà une belle preuve de courage et de confiance que de faire ça. Et je pense que vous avez apporté pas mal d'éléments qui concernent le sport, mais on pourrait en tirer énormément d'éléments pour la vie quotidienne, parce que comme la philosophie, le sport est une pratique de la vie quotidienne, et ça se fait dans un cadre, dans un lieu de pratique, mais ça s'exporte énormément sur le quotidien. Si je dois retenir ce soir un lien entre la philosophie pratique et la pratique du sport ou de l'art que vous avez amené ce soir, c'est justement le fait que ça s'exporte et que ça peut toucher tous les aspects de notre vie, et on a même été jusqu'à l'aspect de la cité, l'aspect sociétal, l'aspect d'apporter quelque chose au monde. Donc encore une fois, un grand merci à vous deux de vous être prêtés au jeu. C'était vraiment très intéressant. Merci. Et pour clôturer tout ça, on a fait un salut de 2 pratiquants. Alors, je vous propose d'abord, avant toute chose, de les applaudir bien fort. Merci.